à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. Au programme aujourd'hui, nous allons revenir sur les 2 derniers matchs de l'année 2020. On va détailler ensemble la défaite contre Saint-Quentin, 83-90, une défaite plutôt moche, notamment en première mi-temps, on va en reparler. Et puis la victoire à Souffelversheim ce week-end, c'était une belle victoire d'équipe de Paris, c'était une victoire 82-67. Voilà, on aura beaucoup de choses à dire sur ces 2 rencontres. Avant de démarrer, je vais présenter mes 2 chroniqueurs du jour. Ils sont 2 aujourd'hui, on fait ça en visio. Salut Samuel et salut Lilian. Salut Fabien. Salut Flavien. Ça allait bien ? Ça va, super, merci. Et toi ? Eh ben, tranquille, au moins une victoire dans les 2 matchs, ça a fait plaisir ce week-end après la triste prestation contre Saint-Quentin. On était au match, c'était dur. Une victoire, on était avant de présent, démarrer... donc c'est d'autant plus sympa. Ouais, c'est vrai que tu étais au match. On a des belles photos. Évidemment, du coup, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, @ParisB-8OnAir, sur Facebook, Paris Basketball on Air. Évidemment, aussi sur notre site pour toute l'actualité du club et pour les plateformes d'écoute pour toutes nos émissions. Messieurs, on va pas perdre plus de temps, on va démarrer tout de suite. Paris Basketball on Air, saison 2, épisode 7, c'est parti. Yo, ici c'est ton book d'Andigel pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Et on démarre donc avec le match contre Saint-Quentin, une défaite à la Carpentier à huis clos, 83-90. Les Parisiens qui ont été largement menés lors de la première mi-temps, qui n'ont pas su faire le retour nécessaire pour l'emporter. Paris qui n'a jamais mené du match de la première à la dernière minute, ils ont toujours été menés. Je vais commencer avec toi Samuel. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette rencontre du côté de Paris ? Comment tu l'as vécu ? C'est une rencontre frustrante et finalement cette frustration, c'est une frustration qu'on connaît parce que comme souvent, et c'est ce qui a été dit en conférence de presse par que ce soit Dustin Sleva, le capitaine ou le coach, comme souvent Paris démarre trop mal ses matchs. Alors des fois ça se rattrape parce que c'est un mauvais début mais qui ne se ressent pas forcément au tableau des scores. Là ça allait jusqu'à 21 points il me semble, le plus gros écart du match allait jusqu'à 21 points en faveur de Saint-Quentin. Ouais, c'est ça. On a vu des matchs où Paris avait l'air en pleine possession de ses moyens. Là c'est tout l'inverse. On n'a jamais, moi personnellement sur cette mi-temps-là, j'ai rarement vu Paris autant perdre ses moyens, que ça soit à tous les domaines ça n'allait pas, dans l'intensité, la réussite au shoot, la réussite au lancer franc, la communication, le respect du plan de jeu. Enfin, il n'y a rien qui allait. Sur le papier, on se dit, Paris a failli revenir, mais au final, cette victoire de Saint-Quentin, elle est logique. À Lilian, on parle de ce retard à l'allumage. On l'a bien vu en première mi-temps, Paris qui était complètement hors de son match. Même peut-être dans les regards, on sent vraiment qu'ils étaient déconnectés de leur rencontre. Ouais, ils étaient complètement perdus. Et pour le coup, là, il n'y en avait pas un pour relever l'autre. Et même Sleva s'était attribué ce début de match un peu raté, puisque c'était le capitaine intérimaire en l'absence d'Amara. Mais on ne pouvait pas forcément comme l'a dit Jean-Christophe Rat, il ne fallait pas lui incomber ce manque de combativité au début. C'est juste que l'équipe n'est pas rentrée dans son match, n'a pas abordé la rencontre de la bonne manière qu'il soit. Peut-être la légère pause après entre la Leaders Cup et cette reprise de la Pro B a joué sur le début de match. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'on n'a pas du tout reconnu les Parisiens et il n'y avait personne pour relever un coéquipier. Ouais, pour faire un peu le point au niveau des stats, Paris à la mi-temps, ils sont à 0 sur 11 à 3 points. Ils sont à seulement 10 sur 16 au lancer franc. Bon, ça fait beaucoup de lancers tentés, mais peu de rentrées. Et seulement, c'est ça, pour moi, le point vraiment impactant, c'est les 3 seulement passes décisives en 2 quarts-temps, alors qu'en face, Saint-Quentin, ils sont à 16 passes décisives et déjà 10 pour Jackson Cartwright, qui en a sorti 14, si je ne me trompe pas. Enfin, vraiment, on a des éléments dans cette première mi-temps qui montrent que Paris était vraiment à l'envers du début à la fin, quoi. Et puis, il y a un chiffre, moi, que j'ai remarqué plus tard et qui est vraiment interpellant. Gauthier Denis finit à 0 points. C'est-à-dire qu'un match où Gauthier Denis finit à 0 points, ça veut vraiment se dire qu'il n'y a rien qui va. Parce qu'il a pris des shoots, il en a pris 4, mais il n'en met pas un. Et si Gauthier Denis, qui est un petit peu, moi, je le considère comme le métronome de l'équipe, enfin le baromètre, tu sais, et quand Gauthier Denis il n'est pas dedans, c'est compliqué derrière d'aller chercher un résultat. Je pense qu'on en reparlera un peu contre Souffle, mais Gauthier Denis passe quand même une traversée du désert un peu compliquée en ce moment, puisque déjà contre Quimper en demi-finale de Leaders Cup, ça n'allait pas pour lui. Et puis là, on voit deux matchs compliqués. Je crois il a moins 1 d'évaluation contre
contre Saint-Quentin, il est à 3 seulement contre Souffle. Donc là, peut-être qu'il est aussi la preuve que Paris a du mal à démarrer offensivement. Et lui, il se retrouve là, il a des problèmes de faute en plus. Peut-être que lui, il fait partie vraiment de cette image que Paris galère en attaque. Il faut aussi Vas-y, tirer vas-y. un coup de chapeau à Saint-Quentin qui a quand même fait un gros match dans l'intensité et qui nous ont posé des problèmes qu'on n'a pas forcément souvent rencontrés. Par exemple, tu le disais, Flavien, tu parlais du meneur Jackson Cartwright. D'habitude, ce genre de petit meneur nous pose pas de soucis, mais là, par exemple, c'est Juan qui attaquait dessus et il avait de gros problèmes à l'attaquer dessus, justement parce qu'il était très rapide, très vif. Il a réussi à piquer beaucoup de ballons, que ce soit à Juan, à Milan ou même à Kevin. Donc, c'est aussi Saint-Quentin qui nous a posé beaucoup de problèmes et qui a fait que Paris a eu du mal à rentrer dans sa rencontre. Moi-même, dans le rapport physique, je trouvais que Paris, c'est une équipe qui est quand même connue pour son intensité, son agressivité et sa dimension physique. Là, je trouvais que Saint-Quentin était au-dessus, que ça soit Rooms. Rooms, je l'ai vraiment trouvé dominant, même si ce n'est pas celui qui a fait le meilleur match. Il met ses 11 points, il prend ses rebonds. Mais je trouve que physiquement, Rooms, ça fait beaucoup de mal. Basile a fait beaucoup de mal. Et Yeboah aussi. Et j'ai rarement vu une équipe parisienne bousculée comme ça. Rooms, moi, c'était vraiment la première fois où je voyais qu'un intérieur posait d'énormes problèmes à Ismaël Kamagaté. On a peut-être vu que maintenant, ce genre d'intérieur au profil pas forcément très grand, mais très physique, avec de larges épaules qui pouvait enfoncer Isma, qui n'est pas forcément encore assez musclé du haut du corps. Mais on a vu que ça pouvait lui poser des soucis et qui pouvait le repousser jusqu'en dessous de l'arceau et donc marquer assez facilement sur Ismaël. Ouais, ça s'est quand même mieux passé en deuxième mi-temps quand même pour Ismaël, histoire de Oui, bien nuancer sûr, un mais on peu a vu que cette ce domination. genre d'intérieur pouvait lui poser des soucis. On l'a vu tellement dominant, Ismaël, que c'était, pour une fois, c'est rare, même si c'était que sur une mi-temps, de le voir à ce point à la peine défensivement. Et puis le Ouais, coach mais justement disait en conférence de presse qu'il l'avait trouvé mou. Alors je lui avais posé une question, est-ce que ça serait pas un petit peu le point positif? Il m'avait un petit peu rembarré, mais mine de rien, en deuxième mi-temps, quand Paris s'est mis à attaquer, Ismaël, je l'ai trouvé bon. Moi, je trouve qu'en première mi-temps, c'est juste peut-être qu'il n'avait pas les ballons. Mais je le trouve, quand on lui donne les ballons cette saison, il en fait souvent quelque chose. on va passer au deuxième thème un peu de ce match, c'est le face-à-face entre la défense de Saint-Quentin et l'attaque de Paris. Messieurs, pour vous, lequel de ces deux éléments a eu le plus d'impact sur le déroulé du match? On a vu Paris vraiment en difficulté contre la défense de Saint-Quentin, mais est-ce que c'est Saint-Quentin qui a bien défendu ou est-ce que Paris qui a simplement mal attaqué? Forcément, dans ce genre de questions, il y a un peu des deux, mais je trouve que c'est surtout Saint-Quentin qui a posé des problèmes dans le fait qu'ils ont tout de suite agressé Paris très rapidement. Et du coup, ça a provoqué pas mal de pertes de balles. On n'arrivait pas forcément à mettre en place les systèmes. Donc, cette défense assez pressante dès le milieu du terrain a posé problème. Et c'est comme on l'a dit, c'est le profil des joueurs de Saint-Quentin qui, pour une fois, a posé problème à Paris. C'est souvent Paris qui impose sa densité physique. Mais là, pour le coup, c'est Saint-Quentin qui l'a fait à la Halle Carpentier. Moi, je te dirais indirectement. Moi, j'aurais répondu l'attaque de Paris, mais parce que indirectement, sa défense. Le coach, il le dit souvent, quand on défend bien, on attaque bien. Bah, Paris n'a pas bien attaqué. C'est parce que Paris, en première mi-temps, n'a pas bien défendu. Il disait en conférence de presse que parmi les consignes, c'était pas de les laisser marquer à l'intérieur. Et c'est justement là où ils ont fait énormément de mal en première mi-temps. Et je pense que ça s'est joué là-dessus. Le fait de se faire autant bouger à l'intérieur défensivement, ça les a crispés ensuite parce que t'encaisses. C'est un truc que tu as ciblé, ça ne marche pas. Mentalement, ça joue quand tu dois aller attaquer et que tu n'es pas en confiance si tu encaisses. C'est justement là où tu ne devais pas encaisser avant. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Et dans cette attaque parisienne, on peut noter, on va sûrement parler du coup de Sleva, son match record de points marqués avec Paris. Et pour le coup, lui, il est vraiment sur une super forme et on le sent vraiment en très bonne, dans très bonne situation. C'est à lui qu'on donne le ballon quand en attaque ça marche pas et c'est à lui de trouver la solution maintenant. Enfin, il cesse de nous impressionner. Franchement, c'est le Parisien le plus régulier depuis le début de la saison et de loin. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il ne fait qu'attaquer la raquette. Même quand il est maintenant sur les extérieurs, il se permet de poser la balle à terre et de driver vers le cercle. Donc, c'est super intéressant. Franchement, comme on l'a dit, il manque plus qu'il retrouve sa réussite extérieure de l'an passé et ça va devenir un joueur complètement indéfendable.
Non, il a pris confiance énormément en post-up. Il le joue beaucoup plus qu'avant avec beaucoup plus d'assurance. 28 points, 9 rebonds, c'est des stats que tu vois quand même rarement en Pro B. Dustin Sleva, pareil, il a changé de dimension. Je ne sais pas si c'est ce nouveau rôle de capitaine sur certains matchs, mais où le fait, voilà, il est là depuis 3 ans, c'est ce que disait le coach. Hein, il est là depuis 3 ans et la progression, elle est constante. Mais Dustin Sleva, depuis le début de saison, que ce soit offensivement, défensivement, dans l'investissement et dans la mentalité. Il y en a, tu les sens des fois en dessous, ce qui peut arriver. Tu les sens baisser les bras, tu les vois baisser la tête. Sleva, jamais. Sleva, c'est un mec, il a un mental. Dans cette équipe-là, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Et même si lui disait qu'il aurait dû être plus vocal durant la première mi-temps, il était sévère avec lui-même. Ce qui est vraiment intéressant avec ces gros cartons aussi, c'est qu'on n'a même pas l'impression qu'il monopolise beaucoup la balle. C'est que des tirs qui sont. Enfin, je veux dire, c'est dans le cours du jeu. On ne sent pas que c'est forcé, où il va prendre 3 positions de suite, où il va faire 3 post-up. C'est vraiment dans le sens du jeu. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un joueur tellement qui rentre bien dans le collectif de Paris. C'est qu'il ne perturbe pas le jeu, mais en même temps, il permet à Paris de marquer des points quand justement son équipe en a besoin. Alors nous, dans le podcast d'avant, on citait que Nobel Bunkolo pouvait être le facteur X de cette rencontre, et notamment son scoring. Alors Nobel, il a passé un match un peu compliqué au tir, parce qu'il est à 3 sur 11. Et justement, Sleva, il a bien pris son relève aussi au tir, parce qu'il prend 21 shoots sur le match Sleva en 35 minutes. C'est quand même pas mal par rapport à ses standards habituels et à ce qu'on avait l'habitude de voir aussi la saison dernière quand il revenait de blessure, et son début d'année 2020-2021. On enchaîne sur le dernier thème qui est un peu fâcheux également, sur les lancers francs. C'est une donnée, je vous le disais, du coup, Paris qui a shooté à 22 sur 31 au lancer, ce qui est pas terrible. Enfin, voilà, pas terrible, et encore, je suis très gentil. C'est un problème qu'on retrouve souvent cette saison du côté du Paris Basketball. Est-ce que pour vous, est-ce que ça a aidé justement Paris à ne pas se mettre dans son match? 22 sur 31. Ouais, Ça veut dire que tu en manques 9 c'est ça. et tu perds de 7 points. Forcément, ça te trotte dans la tête. Forcément, surtout quand c'est récurrent. Je ne sais pas si ça les sort du match, mais c'est vrai que c'est une constante qui est là quand Paris n'est pas bien. Et même quand Paris est bien, j'ai envie de te dire, les lancers francs, tu t'es jamais senti serein. Alors, on va avoir tendance à pointer du doigt Johan Bégarin. Il a 3 sur 5 sur ce match, ce qu'il en rate souvent, parce qu'il en tire souvent et qu'il en provoque beaucoup. Ça, c'est une bonne chose. Mais sur ce match-là, tu as Evans qui fait 2 sur 4 et tu as un mec comme Nobel qui fait 4 sur 7. C'est-à-dire que Nobel qui en lâche 3, notamment 1 ou 2 à des moments importants. Ça, c'est vraiment témoin de l'état mental de l'équipe sur le moment. Et c'est un problème qu'il va falloir régler parce qu'en face, on n'a jamais eu d'équipe qui donnait autant de points au lancer. Paris, c'est une équipe qui récupère énormément de fautes. On le voit notamment contre Saint-Quentin avec 27 fautes provoquées. Mais 27 fautes provoquées et Paris qui en met que 22 lancers francs sur 31. Limite, on se dit en fait que ces fautes provoquées, ça ne servent à rien. Presque, ouais. Bon, c'est un peu dur ce que tu dis, mais en tout cas, Un peu, bien sûr. les lancers francs, c'est un bon indicateur pour montrer ta concentration et ton implication dans le match de toute façon. Parce qu'on ne va pas pouvoir te reprocher par exemple, de ne pas avoir une bonne réussite à 3 points. Ça peut arriver, l'adresse, ça fluctue. Mais les lancers francs, c'est un exercice assez particulier où c'est de la mécanique de shoot, tu es arrêté, tu prends ton temps. Donc normalement, il ne doit pas y avoir on va dire, ces fluctuations dans les réussites, des matchs où tu es à 90%, d'autres où tu es à 64%. Ça ne doit pas arriver aussi souvent. Mais après, voilà, c'est aussi on a des jeunes joueurs, ils sont en construction. Juan, on le voit bien dans son tir à 3 points, il est en construction sur son tir. C'est quelque chose qu'il est en train de développer. Pareil pour Milan. Ismail, il a déjà beaucoup progressé au lancer franc, mais c'est encore quelque chose qu'il va falloir progresser dans la saison pour Paris pour que justement ces matchs serrés ou ces matchs où Paris revient, eh ben, si tu mets tes lancers francs, ça peut faire basculer la décision en ta faveur. Donc, il va falloir que Paris progresse sur cet aspect-là. Non, mais surtout que, on va pas se mentir, c'est clairement quelque chose qui est ciblé chez certains joueurs, c'est d'aller chercher les fautes. C'est-à-dire que c'est une des options qu'on a quand on est un petit peu dans le mal, d'aller chercher les fautes et des lancers. Pour une équipe qui a pour, entre guillemets, objectif sur certaines actions d'aller chercher des lancers, ça serait quand même bien de les mettre. Complètement. Je pense à Juan. Hein. Juan, et je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, mais parce qu'aller chercher autant de fautes à cet âge-là, c'est costaud. Mais maintenant, il faut qu'il bosse sur ses lancers parce qu'il en obtient bien, athlétiquement, physiquement, avec sa vitesse, etc. C'est très solide. Mais il faut progresser au lancer maintenant.
Ouais, puis c'est une constante qu'on avait vue notamment aussi contre Quimper, où ça va être une défaillance totale, où tu le disais, il y avait plus de lancers ratés que de points de différence entre les deux équipes. Au final, Paris, même s'ils avaient mis tous leurs lancers, aurait peut-être gagné contre Quimper et se retrouvé en finale de Leaders Cup. Donc à chaque fois, il manque ce petit truc pour laisser Paris passer devant. Je vous propose, messieurs, qu'on enchaîne avec le match contre Souffle-Oversheim. C'était ce samedi soir. On va dire que la première mi-temps était vraiment pas belle à regarder. Pour le coup, chacun devant sa télé, ou Lilian qui était bord terrain, c'était pas excessif. Enfin, c'était pas du très très beau basket. Beaucoup de tirs manqués, l'adresse de chaque côté qui était très très dure. Et Paris qui a fait la différence en deuxième mi-temps, notamment grâce à sa défense. On va commencer par là. Messieurs, je commence avec toi, Samuel. À quel point la défense de Paris elle a été déterminante pour gagner? Quand ça va pas, tu appuies sur tes forces et sur ton identité, tu essaies de retrouver ton identité. C'est ce qu'a essayé de faire Paris après la défaite contre Saint-Quentin. Je pense qu'ils ont vraiment axé le match sur la défense et ça s'est vu. Donc la défense, elle a été très déterminante. C'est vrai que sur des matchs où tu as encaissé pas mal de fois cette saison, beaucoup de points, avoir un match où tu en encaisses que 67 pour le moral, c'est bien. Donc la défense, elle a été très déterminante. Le coach a souligné en conf de presse celle de Juan. Alors, on pourra redire ce qu'on veut sur son jeu offensif, mais c'est vrai que Juan, défensivement, il a été très solide. Donc, ouais, non, 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 ça c'est clairement. Après, c'est tout le temps la même chanson. Si tu défends bien, tu attaques bien. Donc, Paris est revenu aux bases, a bien défendu, et puis derrière, ça a été. Lilian, qu'est-ce que tu en as pensé? Samuel parlait de Bégarin, notamment, qui défendait sur Michael Auguiné, qui a marqué 7 tirs à 3 points lors de son match précédent. Là, Michael Auguiné, 1 je crois sur 7. qu'il est à, 1 il est à sur 1 7. sur 7 à 3 points. Donc, on voit quand même déjà l'impact défensif que Jeune peut avoir sur ce genre de rencontre. Ah ouais, bien sûr. Après, de toute façon, Jean-Christophe Prat l'a dit après en conférence de presse, ils avaient ciblé les joueurs du backcourt de Souffle avec des stratégies bien différentes. Au Guinée, le prendre très haut sur les pics. Silla, par contre, passer en dessous pour justement le laisser shooter parce que c'est pas forcément un bon shooter. Donc, non, après, ce que j'ai trouvé qui a fait la différence en seconde période, Paris a plus switché et du coup était beaucoup plus agressif et ça a complètement gêné Souffle, j'ai trouvé. Et donc, ça a donné beaucoup de jeux rapides. Souffle a commis des pertes de balles, était vraiment acculé. Ils n'arrivaient pas à placer un seul système. Après, voilà, pour revenir sur il y a eu beaucoup de pertes défensives sur ce match de manière individuelle. Et ce qui m'impressionne beaucoup avec Juan, c'est qu'il est souvent battu par exemple, quand il défend les meneurs, il est souvent battu sur le premier pas. Mais il a une telle capacité physique à revenir derrière. Et il a collé un contre sur Guinée à un moment, alors qu'il était battu. Il avait 2 mètres de retard, mais il a de telles qualités athlétiques qu'il peut revenir. C'est ça qui est très impressionnant chez lui. Et après, aussi, tu vas peut-être le souligner, mais je trouve beaucoup le secteur intérieur qui a complètement verrouillé le rebond. Et ça a fait beaucoup de bien à Paris. Je sais pas si c'était moi, Lilian, devant l'écran, parce que nous, on a regardé du coup sur l'écran, on n'était pas en direct. Mais j'ai trouvé que physiquement, l'équipe de Souffle, elle était moins bien lotie. En tout cas, elle a fait beaucoup moins mal que par exemple Saint-Quentin. Enfin, j'ai trouvé que la différence était vraiment flagrante physiquement. Ouais, ils avaient clairement un déficit de taille quand tu comparais les 5 qu'il y avait, par exemple, à un moment, Souffle, ils ont aligné à 5 avec Vergia, Auguiné et Maret, C'est là? il me semble le nom, je ne sais plus. Ouais, c'est Marnet. ça. Voilà, et par exemple, des fois, tu avais des match-up entre Auguiné contre Nobel. Donc, c'était Ouais. complètement. Franchement, ils pouvaient pas défendre à certains moments. C'était vraiment. Ils pouvaient rien faire. Et non, ça a beaucoup joué. Et même Souffle a tenté quelque chose en seconde période. Ils ont tenté de faire un peu de presse tout-terrain, comme le fait Paris assez souvent dans ses rencontres. Mais justement, ça s'est retourné contre eux parce que des Bégarins, des Nobel prenaient l'avantage physiquement. Et derrière, du coup, tu avais des boulevards pour aller au cercle ou pour avoir des shoots ouverts. Ouais, et puis le peu de moments où ils ont essayé de passer à l'intérieur face à Valentin Chéry ou Ismaël Kamagaté, ils se sont vite rendus compte qu'ils étaient hors sujet, quoi, parce que ça a mis beaucoup notamment de 1 contre 1 avec Ismaël Kamagaté en première mi-temps. Et Ismaël, il termine avec 4 contres en 20 minutes, quoi. Donc on est Enfin, vraiment sur un. enfin des contres qui sont comptés dans les stats. Ouais, mais en plus, ouais, non, pour le coup, vraiment défensivement impeccable. Mais le joueur sur lequel on voulait peut-être faire un point beaucoup plus précis, c'est le match de Valentin Chéry, qui termine alors avec 25 d'évaluation, comme de Sleva contre Saint-Quentin, avec 15 points, 12 rebonds, 2 passes, une interception. Donc, même un tir à 3 points. Bon, un peu, enfin, il a tout fait, quoi. Il a tout fait Dans le corner. et
dans le corner, mais il a tout fait. En fait, on le voyait pas spécialement beaucoup en première mi-temps, je trouve. Et en début de deuxième, quand Paris allait mieux, vraiment, c'est celui que je trouvais le plus rayonnant. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, je ne sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu régulier sur la régularité ou c'est parce qu'il a vraiment step up. Mais visuellement, tu as l'impression que physiquement, athlétiquement, il est vraiment au-dessus. Il est en pleine possession de ses moyens. Donc ça, déjà, ça fait plaisir. 12 rebonds, c'est pas anodin. Il est en train d'avoir le rôle un petit peu, ce rôle-là, capable de jouer en 5 parce qu'il me semble qu'Isma n'était pas dans le 5 de départ. C'était Valentin. Non, c'était Valentin qui était titulaire. Et donc voilà, capable de vraiment jouer à l'intérieur et de faire mal de ce point de vue-là. Et puis surtout, son gros problème, selon moi, hein, là, sur les années précédentes à Valentin Chéry, c'était cette capacité à marquer des points, à scorer, à être juste sous le panier. Là, pour l'instant, depuis qu'il est revenu, c'est quand même très, très, très intéressant. On sent qu'il a vraiment bossé. Lilian, toi, qu'est-ce que tu as pensé un peu de son match globalement? Ouais, il est vraiment monté en régime au fur et à mesure de la rencontre, mais il est resté dans des choses très simples. Au final, il est vraiment resté dans le combat, dans la dureté physique. Il était au poste bas, il bataillait face aux intérieurs de Souffle. Et je pense qu'il l'aide beaucoup aussi, c'est d'avoir des intérieurs à côté de lui qui rayonnent, que ce soit Ismaël en défense, que ce soit Dustin en attaque. Ça l'aide beaucoup. Il a un rôle moins grandissant. Il fait un peu on va dire qu'il fait un peu le sale boulot de l'ombre, mais qui est très efficace. Et ouais, il a de l'efficacité avec ses petits hooks. Donc, tout de suite, ça débloque son jeu. On l'a vu, ça l'a même rendu totalement confiance pour prendre un tir à 3 points. Ça faisait un moment qu'il ne l'avait pas fait. Donc, non, vraiment un gros, gros match de Valentin. Ouais, j'étais en train de vérifier justement, donc c'est sa meilleure évaluation déjà à Valentin depuis qu'il est à Paris, mais c'est surtout sa meilleure marque en points. Il n'a jamais marqué plus de 15 points Ah ouais. en Pro B. Non, jamais. Il y C'est avait la un première fois match où il qu'il avait pris feu l'année dernière, où il avait mis 3 tirs à 3 points. Il n'avait pas mis 15 points sur ce match-là. il en met. Alors attends, je vais essayer de te retrouver. Il met 9 points. Il met Mais c'est c'est 3 contre tirs à 3 Rouen. points. Ah ouais, d'accord. Et c'est ça. Il a mis 3 tirs à 3 points. Il en met 4 dans l'année, hein, donc vraiment pour le coup, c'était un ovni ce match-là. Mais ouais, vous le disiez, un travailleur de l'ombre et pour le coup qui s'est mis en lumière très, très fort sur les moments importants du match et qui a bien fait rayonner aussi ses coéquipiers, hein. C'est au moment où lui sort de l'ombre, on voit quand même des joueurs, je pense à Nobel notamment, je pense à Kevin aussi, qui a fait une bonne deuxième mi-temps. On sent que Paris s'est bien relancé, notamment parce que Valentin Chéry était au niveau, quoi. Et puis tu sens que Paris a corrigé ses défauts, que ce soit la défense et que ce soit le lancer franc. Là, je suis devant là. Il n'y a aucun joueur qui en rate plus d'un. Ils sont à 14 sur 17, les Parisiens, sur ce match-là. Il en rate que 3. Mentalement, ça joue. Ouais, mentalement, ça joue. Il y a aussi le nombre de rebonds, enfin, c'est la protection du rebond qui était beaucoup plus assurée. On parlait de dimension physique, mais quand Paris prend 45 rebonds avec 14 rebonds offensifs, généralement, c'est que tout va bien dans la rencontre et que Paris peut dérouler. On a souvent été très fort au rebond, surtout offensif. Et ça fait Ouais. beaucoup de bien dans les matchs. Et c'est ce maintenant. C'était beaucoup Sleva et Kamagaté. Et maintenant, si on peut compter sur un troisième larron comme Chéri, sans compter qu'il n'y avait pas encore Amara, sur ce match, non, vraiment, Paris a un secteur intérieur qui peut faire vraiment peur à toutes les équipes de Pro B. Ouais, puis enfin, qui est capable sur des courtes séquences, de vraiment mettre des stops, jamais laisser passer les intérieurs adverses. On va finir sur ce match avec une question un peu plus générale depuis le début de saison. Est-ce que pour vous, c'est rassurant de voir Paris pas loin dans les matchs, même lorsque l'attaque elle marche pas? On l'a vu en début de match du coup contre Souffle. On l'a vu quand même contre Saint-Quentin, même s'il y a eu un gros écart. Paris est revenu, était même pas loin, a fini à -1, mais était à -1 à un moment dans la rencontre. Même contre Quimper aussi, où Paris a complètement déjoué. Pour vous, est-ce que c'est rassurant de voir ces Parisiens aussi proches de leur adversaire lorsqu'ils n'ont vraiment pas d'animation offensive efficace? C'est quelque chose. Tu parles de cette capacité à, même quand tu n'es pas bien, à rester au contact, c'est ça? Yeah, c'est ça. Ah ouais. Non, non, et puis surtout que, en fait, quand on regarde derrière, tu regardes la saison dernière, les 6 premiers mois, à l'extérieur, tu savais que s'il y avait un petit passage à vide, c'était fini, tu ne revenais pas. Il y avait cette capacité à domicile. Ces matchs-là, là, quand tu allais bon, l'année dernière, on a gagné à Souffle, mais c'était, il me semble, en deuxième partie de saison. Mais sur la première partie de saison l'année dernière, quand tu allais en déplacement, on n'était pas serein. Dès qu'il y avait un petit écart qui se creusait, tu le rattrapais, tu le comblais rarement. Donc tu sens vraiment, quand tu regardes ce match contre Souffle, tu regardes même le match contre Saint-Quentin où tu perds de 21 points, tu reviens à 1 point, que cette équipe, elle grandit,
et qu'elle est consciente que un match, il n'est jamais fini et qu'elle a les capacités pour faire presque ce qu'elle veut dans les matchs. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Lilian, de cet aspect Ouais, bah, je vais aller dans la continuité de Samuel, pardon. Mais peut-être en accent sur un point, c'est que je trouve qu'il y a une vraie solidarité dans cette équipe. Il y a beaucoup de, comme on dit, de good guys. On a parlé de l'état d'esprit de Dustin, mais aussi Valentin Chéry qui est un énorme energizer. Même Kevin qui apporte sa bonne humeur et même son enthousiasme. Franchement, alors je dis pas que l'an dernier, c'était pas le cas, mais je trouve vraiment que là, dans cette équipe, dès qu'il y a un moment un peu dur, bah, chacun va se serrer les coudes. Alors, ce n'était pas forcément le cas sur la première mi-temps à Saint-Quentin, mais plus globalement, depuis le début de la saison, on sent vraiment qu'il y a une vraie solidarité. Et même quand ça ne va pas, eh ben, ils se soutiennent les uns les autres et puis ils tentent de faire face tous ensemble. Ça va peut-être être un détail, hein, mais pour appuyer ce que tu dis sur cet esprit de groupe, le match à Saint-Quentin, quand c'est le banc qui, parce qu'il n'y a pas de public, c'est le banc qui crie defense, defense. Ça c'est incroyable. Ah, mais c'est ça, on voit vraiment une équipe soudée et vraiment, par rapport à la saison dernière, vraiment, je trouve que c'est vraiment frappant en fait la différence entre les deux. Paris a pas vraiment a perdu contre Saint-Quentin les deux matchs, mais à chaque fois, Paris était dans le match à chaque fois. Même, on peut aller même si on peut même aller dans les matchs amicaux contre Chalon-Reims, c'était contre la Jeep Elite de Chalon-Reims, ils perdent que d'un point avec la balle de match en fin de match. Il y avait, franchement, on voit vraiment une équipe qui déjà prend de l'expérience aussi. Et ça aide beaucoup par rapport à l'année dernière, où on voit une équipe qui fait moins le yo-yo aussi entre les débuts de match et les fins de match. L'année dernière, ou même il y a 2 ans, c'était Paris qui peut perdre de 15 points à la fin du premier quart. Et puis ne plus voir le jour, comme tu le disais, Samuel. Hein, vraiment, tu ne remontes pas. Mais maintenant, c'est déjà, je trouve, beaucoup plus rare de voir Paris prendre des gros scores en première mi-temps et de devoir les combler comme c'était le cas l'année dernière. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Messieurs, si vous n'avez pas un dernier mot, on va pouvoir conclure cette émission. Ouais, non, j'étais devant la ligne de stade, juste, je pensais qu'on allait peut-être en parler, mais Juan qui prend Vas-y. 8 tirs à 3 points. Ah, effectivement, il faut qu'on en parle. Ouais, et puis il en met pas. Il en met combien Il en a mis J'ai deux, pas il la en a feuille mis sous. Il en met 2, mais alors les 3 premiers, je faisais la remarque à Lilian tout à l'heure, il prend que des tirs ouverts. Les 3 premiers en début de match sont ouverts et il les met pas. Et c'est des bons tirs pour le coup. C'est des tirs qu'il est, on va dire, capable de mettre avec son efficacité habituelle ou un truc raisonnable. Et il les met pas. Et ça aussi, je pense, ça a Ouais. participé au début de match un peu difficile en attaque. Ouais, mais comme a dit Lilian, il est en phase de recherche. Il est en phase de recherche et de recherche d'identité, de shoot. Ça va venir, ça fait partie du processus. Ouais, de toute manière, c'est que du travail. Le shoot, c'est que de la répète. Donc, au fur et à mesure, on verra sa progression. Mais déjà, quand il progressera au lancer franc, je pense qu'on verra aussi une évolution à 3 points. Ouais, donc carrément d'accord sur ce point. Du coup, messieurs, on va s'arrêter ici juste pour vous dire qu'on va la semaine prochaine tourner un épisode spécial FAQ. Donc, on vous invite à nous poser des questions sur Twitter et sur Facebook. On s'y occupera d'y répondre. Utilisez pour Twitter le hashtag AskPBOA. On s'occupera du coup de ces questions. N'hésitez pas non plus du coup à vous abonner sur nos réseaux sociaux @ParisB-8OnAir sur Twitter, Paris Basketball on Air sur Facebook. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les infos sur le club sur notre site parisbasketball-onair.fr. Likez et partagez le podcast. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à noter sur Apple Podcast. Pour nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Merci les gars et à la prochaine. Merci. Ciao. Salut. Salut!